Bonjour à tous, je suis journaliste et intervenant sur TVL, j'ai 26 ans. Vous avez pu m'apercevoir dans Immédiat, Contre-enquête ou Des Zooms. Car oui, TVL forme une nouvelle génération de journalistes dotés d'une vraie volonté de liberté, d'honnêteté et de recherche de la vérité. À rebours des médias de grand chemin. Covid, guerre en Ukraine, politique internationale, nous avons vu juste avant tout le monde. Car ici, on ne censure pas les idées. Ici, on ne travestit pas. Ici, on donne la parole aux professionnels, aux experts, pas à une propagande unilatérale. Et je peux témoigner que c'est parce que TVL m'a donné ma chance que je sais ô combien il est important de soutenir la chaîne afin de former d'autres jeunes qui vont livrer le combat médiatique de demain. Alors que le système en place voit le pouvoir lui échapper et tente donc, par tous les moyens, y compris bancaires, de nous mettre des bâtons dans les roues, notre génération, loin d'être dans une posture de commentateur du déclin, est une jeunesse positive, ouverte sur le monde. Nous et vous, téléspectateurs de TVL, sommes en première ligne pour reprendre le pouvoir qui nous appartient. Mais pour cela, nous avons vraiment besoin de vous. Pour accroître notre puissance, dès maintenant, faites un don à TVL. Protégez et investissez dans une information libre et sérieuse. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Commençons ce soir avec les frappes américaines sur l'Iran. Donald Trump a finalement décidé de passer à l'action plus vite que prévu, une opération qui soulève de très nombreuses questions. Nous évoquerons également la riposte potentielle de Téhéran. Certains évoquent la fermeture du détroit d'Ormuz. Nous observerons donc les conséquences mondiales d'une telle décision. Et puis nous reviendrons en France pour évoquer la fête de la musique, une soirée qui a tourné au cauchemar pour beaucoup de monde. L'isolationnisme trumpien a-t-il fait long feu? Après les frappes sur les installations nucléaires iraniennes, l'État profond américain semble avoir repris la main à Washington, un tournant dans le nouveau mandat du président qui avait tout misé sur le slogan « America First ». Explication. Donald Trump a-t-il décidé de revêtir la casquette de gendarme du monde? Dans la nuit de samedi à dimanche, le président américain a visiblement donné l'ordre de frapper des sites nucléaires en Iran, quelques jours après l'entrée en guerre d'Israël contre Téhéran. Donald Trump s'était pourtant laissé 2 semaines pour prendre sa décision. Il aura finalement tranché en moins de 24 heures. Au moyen de bombes anti-bunker GBU, Washington a donc ciblé le site de Fordo, au sud de Téhéran. De nombreuses images ont circulé sur le net, tantôt pour minimiser les conséquences des frappes, tantôt l'inverse. Mais le caractère particulier des munitions utilisées fait que les images de surface ne sont pas réellement pertinentes pour évaluer les dommages réels. On ignore donc les conséquences de l'opération Marteau de minuit de Donald Trump. Une chose est toutefois certaine, la frappe symbolise avant tout l'entrée dans la danse de l'oncle Sam, loin des promesses de campagne de Donald Trump qui voulait enfin se concentrer sur les États-Unis et la santé économique de sa population. Des manifestations ont d'ailleurs été organisées à Washington et à New York pour protester contre les opérations américaines en Iran. Nous avons constaté à maintes reprises que les États-Unis et leurs partenaires israéliens mentent au sujet du programme nucléaire iranien, affirmant qu'ils développent des armes nucléaires, alors que nous savons que ce n'est pas le cas. Notre pays a trop de choses à gérer pour entrer en guerre, surtout pour quelque chose qui ne nous concerne pas. C'est un gaspillage de notre argent. C'est le pire cauchemar de toute notre vie. J'ai 37 ans et cela fait 25 ans que nous craignons que ce moment arrive. Et il est finalement arrivé la nuit dernière. Donald Trump est déterminé à entraîner les États-Unis dans une guerre illégale qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques, non seulement pour la région du Moyen-Orient, mais aussi pour le monde entier. Nous pensons vraiment que cette situation risque de dégénérer en une guerre mondiale dont l'humanité ne se remettra peut-être pas.
La décision a été prise en dehors de tout protocole d'instance internationale et donc sans aucun mandat de l'ONU, comme pour l'Irak, qui a alerté le monde sur les conséquences de ces frappes. Le bombardement des installations nucléaires iraniennes par les États-Unis marque un tournant périlleux dans une région déjà ébranlée. Depuis le début de la crise, j'ai condamné à plusieurs reprises toute escalade militaire au Moyen-Orient. Les peuples de la région ne peuvent supporter un autre cycle de destruction. Et malgré tout, nous risquons de nous engouffrer dans un cycle sans issue de représailles après représailles. Pour l'éviter, la diplomatie doit prévaloir. La diplomatie, cette discipline des affaires étrangères qui peine à survivre en Occident depuis les dernières décennies. À plus forte raison que les États-Unis et l'Iran étaient en discussion jusqu'à il y a peu pour trouver un accord sur la question du nucléaire. Il faut aussi rappeler que ce sont les États-Unis, lors du premier mandat de Donald Trump, qui se sont retirés de l'accord conclu avec Téhéran. Depuis donc, les exigences imposées à l'Iran étaient forcément moins évidentes à contrôler. Dans les faits, tout porte à croire que Téhéran a profité de cette occasion pour continuer d'enrichir son uranium au-delà des 3,7% nécessaires pour le nucléaire civil. D'aucuns évoquent le chiffre de 60%, d'autres des taux encore plus élevés. Mais quoi qu'il en soit, le pays n'avait pas acquis la bombe nucléaire. Et il est permis de penser que Téhéran le regrette d'autant plus depuis le début de l'opération israélienne Rising Lion et encore davantage depuis la frappe américaine samedi. En effet, la vision gaullienne du nucléaire est avant tout dissuasive et du point de vue iranien, il est évident que détenir la bombe l'aurait automatiquement placé sous le parapluie nucléaire dont bénéficie notamment Israël, malgré sa non-ratification du traité de non-prolifération. Par ailleurs, il est à noter que si l'Iran avait disposé des armes nucléaires que certaines parties sous-entendent aujourd'hui, il aurait été fort mal à propos de bombarder ces mêmes installations. En réalité, si la question du nucléaire n'est pas anodine, il est probable qu'elle est ici plus secondaire qu'on le présente du côté de la Maison-Blanche. D'ailleurs, depuis les frappes, le président américain n'a pas nié sa volonté de renverser le pouvoir iranien. Une ambition déconnectée de la question nucléaire qui pourrait laisser entendre que Donald Trump aurait alors décidé de renouer avec l'interventionnisme néoconservateur américain, à moins qu'il n'y soit contraint par un État profond toujours puissant. Une volte-face difficile à décrypter à chaud. Pour l'heure, certains voient tantôt un alignement total sur la politique de Benjamin Netanyahou, lequel poursuit son chemin vers l'affaiblissement de ses voisins ennemis, des territoires palestiniens en passant par la Syrie, le Liban et maintenant l'Iran. D'autres nuancent davantage en observant des frappes américaines peu destructrices, offrant avant tout une porte de sortie à Israël, dans l'incapacité de maintenir des frappes contre Téhéran sur le long terme, même si les opérations se poursuivent toujours pour le moment. Des hypothèses qui seront peut-être éclaircies avec le temps. Les frappes américaines ont néanmoins sans doute renforcé la grande rupture entre l'Occident et ce que d'aucuns nomment maintenant Sud global, comme le montre notamment la condamnation ferme du président turc Erdogan. L'Iran a le droit tout à fait naturel, légitime et légal de se défendre contre la brutalité et le terrorisme d'État d'Israël. Des condamnations verbales pour les uns, le silence pour d'autres. Si les pays des BRICS Plus goûtent peu l'initiative américaine, force est toutefois de constater que personne ne se rue au secours de l'Iran pour le moment. Seule certitude dans le dossier pour l'heure, la faiblesse de la diplomatie européenne et particulièrement française. Naguère saluée pour sa politique dans la région et sa capacité à faire valoir sa puissance d'équilibre et ce non-alignement, Emmanuel Macron s'est limité à égrener les rares interlocuteurs qui auront accepté d'échanger quelques mots avec lui par téléphone. Une image d'isolement dans les affaires étrangères qui pourrait ensuite avoir de lourdes conséquences sur les secteurs économiques. Un effondrement diplomatique qui semble d'ailleurs partagé par l'essentiel de la classe politique française, au pouvoir ou non. Téhéran fermera-t-il le détroit d'Ormuz après l'agression israélienne puis les frappes américaines? L'Iran est tenté d'utiliser ce levier. Explication d'Olivier Frère-Jacques. D'un affrontement à distance à des échanges de frappes de missiles directs, le conflit opposant Israël puis les États-Unis à l'Iran
prend de l'ampleur jour après jour et pourrait, demain, affecter le commerce mondial. Ainsi, dimanche, le Parlement iranien a approuvé la fermeture du détroit d'Ormuz, une décision que l'instance suprême de sécurité doit encore valider pour qu'elle entre en application. Cette menace, bien que pas encore appliquée, fait planer un risque majeur sur l'économie mondiale. En effet, le détroit d'Ormuz, situé entre l'Iran et Oman, est un point névralgique du commerce international avec 20% du pétrole et du gaz mondial qui y transitent, soit environ 20 millions de barils par jour. La fermeture du détroit d'Ormuz pourrait doubler le prix du baril de pétrole. Les marchés déjà fébriles ont vu les prix du Brent et du WTI augmenter de plus de 5% après les frappes américaines, avant de se stabiliser à une hausse de 1%. Le gaz naturel liquéfié, dont 83% destiné à l'Asie passe par ce détroit, subirait aussi une flambée des coûts affectant des pays comme la Chine qui importe 45% de son pétrole via cette voie. Et c'est là qu'une fermeture totale paraît encore improbable. En effet, une telle décision serait risquée pour l'Iran lui-même, d'autant plus que 80 à 90% des exportations pétrolières iraniennes, principalement vers la Chine et l'Inde, dépendent de ce passage. Une perturbation priverait Téhéran de ressources vitales dans un contexte où les sanctions internationales pèsent déjà très lourd. Les premières victimes seraient l'Inde et surtout la Chine, alors même que Pékin exerce une diplomatie équilibrée à l'égard de Téhéran, condamnant les atteintes au droit international de Washington et Tel Aviv. De plus, cette action pourrait nuire à Oman, un pays de tradition neutre mais également co-gestionnaire du détroit et partenaire historique de l'Iran. En revanche, une fermeture ciblée pourrait être envisagée contre les États jugés hostiles. Une autre hypothèse résiderait dans une bataille maritime pour perturber le trafic à l'aide de missiles, de drones de vedettes rapides ou de mines navales, comme lors de la guerre Iran-Irak de 1980-1988. Cependant, une telle action pourrait déclencher une guerre totale pour laquelle l'Iran ne semble pas en position de force. Si la fermeture du détroit d'Ormuz est une arme stratégique pour l'Iran, elle reste une option à haut risque. Elle pourrait forcer des négociations internationales, mais au prix d'une instabilité régionale accrue et d'un isolement économique. Téhéran, déjà sous pression, marche sur un fil et en cas de fermeture du détroit, il restera peu de leviers de pression pour le pays face à ses adversaires. Samedi, la fête de la musique a été une nouvelle occasion d'agressions sexuelles, de coups de couteau et même d'attaques de femmes avec des seringues. Pendant ce temps-là, l'Élysée, on festoyait dans l'entre-soi. Renaud de Bourleuf nous explique. La fête de la musique, elle a eu lieu et elle s'est bien passée. Voilà, il n'y a pas eu d'incident majeur. Tout va très bien, monsieur le préfet de police de Paris. 371 interpellations, 305 gardes à vue, 1477 blessés selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les pompiers ont recensé 51 feux de véhicules. Pas de doute, la fête de la musique a battu son plein en France. À Paris, où 2000 policiers étaient mobilisés, les événements se sont principalement concentrés dans le 10e et le 1er arrondissement vers Châtelet-Les-Halles, où une affluence hors norme a été constatée. Agressions sexuelles, jets de projectiles, coups de couteau échangés, refus d'obtempérer ou conduite sous l'empire de la drogue mettant en danger la vie de nombreux passants, ainsi que des tentatives de pillage de boutiques. Près de Notre-Dame, une femme a été mise à terre et frappée par plusieurs hommes. Ça part en couille, voilà. Ça part en couille sa mère. Waouh. Il l'a mis dans la tête. Des violences qui ne se limitent pas à la capitale. À Grenoble, 2 femmes de 30 ans ont été blessées au cours d'une rixe qui aurait impliqué une trentaine de personnes. À Annecy, c'est une école primaire qui a été incendiée. Des témoins ont vu des individus casser les vitres de l'école à coups de pierre avant de mettre le feu. À Lyon, un clandestin algérien, arrêté après une agression sexuelle, aurait appelé de ses vœux un bombardement de la France par l'Algérie ou par l'Iran. Malgré ces menottes, il aurait tenté d'attaquer un policier en visant ses parties intimes. Une autre attaque, plus difficile à expliquer, a eu lieu sur l'ensemble du territoire lors de ces fêtes de la musique. Des femmes ont subi des piqûres. En amont de la soirée, des publications sur les réseaux sociaux ont circulé appelant à attaquer et piquer les femmes. 145 victimes, des jeunes femmes pour la très grande majorité, se sont manifestées après avoir subi ces piqûres. La plupart ont été hospitalisées pour y subir des analyses toxicologiques. L'enjeu de ces agressions est encore mystérieux. Les victimes n'ont pas relaté d'agression sexuelle. Reste à savoir si les produits toxiques ont été injectés avec ces seringues ou si les aiguilles elles-mêmes étaient contaminées. Au total, 12 personnes soupçonnées d'être les auteurs de piqûres ont été interpellées, dont 4 pour la seule ville d'Angoulême, en Charente. À Chambéry, en Savoie, un suspect a été arrêté, il parle arabe et se prétendait médecin.
Le rôle d'un certain Ilan Magneron, connu sous le nom de Amin Morito, a été pointé. Dans la semaine précédente, il se faisait filmer en piquant des passants dans la rue. L'ambiance était plus détendue du côté de l'Elysée alors qu'Emmanuel Macron a pu enchaîner les selfies avant l'organisation d'une, je cite, French Music Week. Les convives de l'Elysée ont donc pu célébrer la fête de la musique loin de l'insécurité de la casse habituelle, réservée pour le peuple français. Et nous restons en compagnie de Renaud de Bourleuf. Cette fois, c'est pour le Tour de France en bref. Édouard Philippe, bientôt au pénal. Une lanceuse d'alerte a déposé une plainte vendredi à Paris contre l'ancien Premier ministre, maire Horizon du Havre et candidat à la présidentielle 2027, pour détournement de fonds publics, favoritisme, harcèlement moral, prise illégale d'intérêt et concussion. La plainte concerne aussi Stéphanie de Basler, adjointe, et Claire-Sophie Tassia, directrice générale des services de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Les soupçons portent sur une convention de 2020 avec l'association LH Frentech, présidée par Madame de Basler, pour plus de 2 millions d'euros. Une enquête préliminaire ouverte en 2023 par le parquet national financier suit son cours. Édouard Philippe dénonce une vendetta réfutant les accusations. Nouveau projet d'attentat dès le plus jeune âge. Vendredi, un mineur de 17 ans a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et placé en détention provisoire. Résidant dans la Sarthe, il projetait des attentats contre des lieux de culte, contre des sex shops et contre des événements festifs. Selon les premiers éléments de l'enquête, il voulait agir au nom de l'État islamique. Le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Un mariage qui tourne au cauchemar. Dans la nuit de samedi à dimanche, une fusillade a éclaté dans la salle des fêtes de Goux, en Vaucluse, lors d'une soirée de mariage. La mariée a été tuée et le mari grièvement blessé. L'un des agresseurs a aussi été tué. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Marseille, alors qu'aucune piste n'est privilégiée, celle d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue est envisagée. Moi, je n'écarte rien. Nous sommes à proximité de communes, sans les citer, où malheureusement on a déjà connu des événements de ce type. Donc je suis à la fois triste de voir que ça se passe maintenant dans nos villages. Je suis en colère, je suis révolté. Là, on est en train maintenant de faire des recherches pensant que les personnes responsables pourraient être encore sur la commune. Donc là, j'ai accompagné de manière à ce qu'on puisse avoir des cartes communales et faire une recherche la plus efficace possible. Intoxication mortelle dans l'Aisne. Alors qu'une vingtaine de cas de contamination à la bactérie E. coli auraient été recensés, une petite fille de 12 ans a succombé à syndrome hémolytique et urémique lié à l'intoxication qui commence souvent par des diarrhées sanglantes. Selon le ministre de la Santé Yannick Neuder, les causes de la contamination ne sont pas encore connues, mais les autorités ont suspendu l'activité de 4 boucheries de la ville de Saint-Quentin, les établissements Family, la Direction, Lafayette et El Baraka, en attendant des résultats d'analyse. Les denrées acquises dans ces commerces ne doivent pas être consommées. Les intoxications par la bactérie E. coli sont souvent liées à une contamination des chairs animales par les excréments lors de l'abattage, tout particulièrement dans les cas où les égorgements sont larges et sectionnent ainsi l'œsophage en plus des artères. Et l'on poursuit avec le reste de l'actualité internationale. Los Angeles, terrain d'affrontement de l'administration Trump avec la gauche immigrationniste. Vendredi, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a affirmé que la présence de militaires de la garde nationale dans la ville californienne était toujours nécessaire. Au mois de juin, des émeutes ont ciblé la politique anti-immigration de l'État fédéral. Des manifestations de clandestins et de militants d'extrême gauche visiblement bien organisés et bien équipés. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, démocrate auquel certains médias prédisent un destin présidentiel, a contesté devant les juges le déploiement de militaires décidé par l'administration Trump. Un juge a donné raison à Gavin Newsom, mais jeudi, la Cour d'appel fédérale a finalement tranché en faveur de Donald Trump. Zelensky perd la vedette alors que le Proche et le Moyen-Orient est à feu et à sang. Le président ukrainien peine à maintenir la mobilisation pour son conflit. En déplacement en Grande-Bretagne, il espère compter sur le premier pays promoteur de guerre depuis 2022. Ces derniers jours, des frappes russes ont visé des cibles militaires de Kiev. Selon Moscou, plus de 350 drones et 16 missiles étaient déployés. Les autorités ukrainiennes dénoncent des opérations contre les civils dans des zones résidentielles, mais seule une vingtaine de blessés et 7 morts seraient à déplorer.
Des victimes toujours trop nombreuses qui devraient convier tous les acteurs à œuvrer vers une sortie de crise et non vers un prolongement des envois d'armes. Les nouveaux amis de Paris peinent à calmer les ardeurs de leurs camarades en Syrie. Dimanche, un attentat suicide a eu cours dans l'église Saint-Élie de Damas. Au moins 22 personnes sont mortes et 63 blessées. Un kamikaze affilié à l'État islamique, auquel était affilié lui-même le nouveau président, il y a encore quelques mois, a ouvert le feu sur les fidèles avant de déclencher sa ceinture explosive, provoquant panique et destruction. L'attaque survenue lors d'une célébration orthodoxe est la première de ce type depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024 et l'avènement des islamistes au pouvoir. La France et les États-Unis, soutien des autorités syriennes islamistes, ont condamné cet acte, alors que dans le pays, les enlèvements de femmes alaouites se multiplient, rappelant le sort des femmes yézidis du temps de Daesh. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit le président de l'UPR, François Asselineau, pour évoquer les enjeux économiques et géopolitiques de l'escalade de violence entre Israël et l'Iran. Je vois qu'il est très difficile de parler de ce sujet, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, dans la société française contemporaine, puisqu'il y a toute une série d'idées obligatoires qu'il faut avoir, de la même façon qui est très difficile de parler du Frexit, parce qu'aussitôt vous avez des gens qui ne veulent même pas vous écouter. Parler de la sortie de l'euro, pareil. Avoir des doutes sur les injections pour le Covid, pareil. Avoir des doutes sur le réchauffement climatique, pareil. Donc il y a toute une série de sujets sur lesquels il est quasiment impossible d'avoir un vrai débat. Demain, dès 7h, découvrez notre Zoom du jour avec l'ancien député européen Patricia Chagnon sur l'entrisme des frères musulmans et les ingérences du Qatar en France et dans l'Union européenne. Le Parlement européen a soutenu des campagnes de publicité pour la journée de la femme. Le hijab, ma liberté. Le hijab, mon choix. Donc, ça ne vient pas d'une femme occidentale, ça ne vient pas d'une Afghane, ça ne vient pas d'une femme qui se bat dans les pays musulmans intégristes pour la liberté des femmes. Donc, ça veut bien dire qu'ils ont réussi à influencer des technocrates de l'appareil bruxelloise pour aller prôner, pour aller dire que le hijab, ça pourrait être la liberté de la femme. Enfin, c'est une aberration la plus totale. Et voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.